Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Pour ce présent numéro, nous allons nous intéresser au début du mouvement hip-hop, particulièrement le rap au Sénégal. Vous avez suivi le reportage qui a été réalisé par notre reporter Pape Malik Thiam. Et pour parler de tout cela, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Safwan Pendra. Bonsoir. Bonsoir, M. Xila. Vous êtes entrepreneur de spectacle, producteur et manager général d'Optimist Production. Bienvenue à ce plateau de décryptage. Merci à vous. Oui. Et bonsoir aux téléspectateurs de la SCF TV. Okay. En fait, il était fréquent dans les années 90 de voir votre nom affiché sur les pochettes d'albums, principalement de la musique rap au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous êtes venu dans le monde de la production, particulièrement du rap au Sénégal? Je suis arrivé dans le rap par accident. Je m'explique. Parce qu'au départ, en tant que jeune, comme tous jeunes, j'allais à des matinées. Et à l'époque, c'était Métropolis qui était le temple du hip-hop. Donc tous les dimanches après-midi, il y avait des matinées hip-hop. Et quand je voyais l'accoutrement des rappeurs à l'époque, je disais, excusez-moi, je me posais la question, est-ce que vraiment tout va bien dans la tête? Parce qu'à 40 degrés, quelqu'un qui a un manteau, des chaînes partout, et du jour au lendemain, voilà, Julien Montero, qui était l'impresario du groupe Sunu Flavor, qui m'interpelle en demandant, compte tenu de son agenda professionnel, il n'a pas le temps de manager les jeunes, si je pouvais lui donner un coup de main. Et c'est comme ça que je suis tombé, c'est pourquoi je suis arrivé dans le hip-hop accident, parce que c'était pas, c'est-à-dire pour moi, j'avais, comme tous Sénégalais, nos parents à l'époque nous prenaient pour des fous, compte tenu de nos accoutrements et de notre langage. Moi aussi, j'avais cette impression avant de les côtoyer. Exactement. Oui. Vous êtes entré maintenant dans le monde de la production du rap. Et puis, le fait de produire des jeunes talents pour une musique qui était, entre guillemets, nouvelle au Sénégal, c'était un pari risqué ou bien c'était un choix bien réfléchi? Non, c'est un choix bien réfléchi. Parce que, arrivé, déjà, compte tenu, on n'avait pas de producteur. Parce que personne ne s'intéressait. Il fallait... Nous tous, on ne pouvait pas faire du rap aussi en même temps. Il fallait que quelqu'un soit de l'autre côté, ou soit dans l'administration, dans la production. Il faut de nouvelles offres pour pouvoir accompagner ce mouvement. Et j'ai fait le choix de produire, parce que déjà, il y avait ceux qui étaient là, comme par exemple le Possible Axol, le Daradi, tout ça, avait déjà des producteurs. Et alors qu'il y a d'autres jeunes qui émergeaient à l'époque, donc il fallait les accompagner. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de créer une structure spécialisée hip-hop qui est Optimist Production. C'est comme ça que j'ai démarré avec des moyens vraiment très maigres. C'est-à-dire qu'il fallait de gauche à droite pour pouvoir essayer de lancer. Parfois, je mettais 1 an pour terminer une production. Exactement. Oui, en fait, on sait que le rap, c'est une musique de revendication. Et à l'époque, les textes étaient très engagés, politiquement et socialement parlant. On était à la veille de la présidentielle de 2000. Est-ce que vous aviez mesuré à l'époque l'impact de la musique en fait, sur l'alternance démocratique de 2000? Non, ça n'a pas commencé. Le combat n'a pas commencé en 2000, le combat a commencé en 91. Déjà où on a pris conscience, parce qu'on venait avec l'effet de la dernière élection en 88. Donc c'est là où il y a là une nouvelle génération avec l'année blanche qu'on commençait à prendre conscience. Et 91 a été le début vraiment du hip-hop, parce qu'au départ, dans les années 80, c'était vers la fin des années 80, c'était la danse. Mais le rap a commencé à émerger début 90. Donc déjà en 91, déjà au PBS disait l'Union PS, l'Union PDS, nous le PBS. Donc c'est là où... Avec la génération Boulfalé. Donc c'est là où vraiment ça a démarré le combat. Et puis il y a eu les élections 93. Et avec des discours aujourd'hui, un Rouman, donc 32 ans après, aujourd'hui, Rouman qui disait à l'époque, si le peuple est bâillonné, c'est les âmes qui vont parler. Donc le discours sympa et le combat de 2006, ça a été une suite logique. Donc c'est une décennie après qu'il y a eu l'alternance. Oui, mais à l'époque, dans les années 90, la veille de l'élection présidentielle 93-2000, vous, en tant que producteur, est-ce que vous avez eu à subir des pressions pour dire ne produisez pas tel jeune, ne produisez pas tel rappeur et autres? Ah non, non, pas du tout. Mais sincèrement, avec Kabdou Diouf, on avait cette liberté. On nous laissait parler, mais on n'avait pas accès aux médias. C'était ça la différence. On n'avait pas accès aux médias, mais il n'y a jamais eu de censure ou bien d'interdiction. Non, non. Ouais. Donc 90-2000, ça peut être considéré comme l'âge d'or du rap au Sénégal. En fait, quelle était la particularité de cette génération de pionniers?
C'était leur engagement, parce qu'ils ont pris conscience. Et je peux dire, le combat qui a commencé, aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir, c'est la somme de ces combats que ils ont bénéficié. Parce que il y a eu les années 90, il y a eu, 2000, il y a eu 2011 avec la naissance de Yanama. Et tout ça, c'est le hip-hop qui est derrière. Donc ça a été un combat au moins sur 3 décennies pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Oui, à l'époque, en fait, le rap, à ses débuts, ne nourrissait pas vraiment son nom. Mais aujourd'hui, avec le développement fulgurant des technologies, quand il s'agit du son et même de la vidéo, la multiplication des réseaux sociaux, des plateformes de monétisation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette génération de rappeurs a plus de chance ou bien est plus épanouie musicalement et financièrement que la génération de précurseurs? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Nous, notre époque, les spectacles, ça se vendait très bien. Quand je me rappelle, quand on PBS à Sorano, le concert est prévu à 20h, à 16h, il n'y a plus de billets. À notre époque, on ne déplaçait pas le public, ce qui est aujourd'hui le cas. À notre époque, on ne déplaçait pas le public. Les concerts dans les lycées, dans les collèges, pendant les semaines culturelles, dans la même journée, tu peux faire un chiffre d'affaires de... Peut-être à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir montrer ce que nous faisions. Et dans les années 90 déjà, on prend le cas de Degueti, déjà, qui déjà en thème roulait déjà en Mazda Sport. Donc c'est pour vous dire que c'est sympa. Aujourd'hui, on voit les jeunes, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, mais combien d'entre eux vivent vraiment, ou bien dont le hip-hop les font vivre? C'est des questions à poser. Et si vous faites vraiment une enquête, vous verrez que non, on ne peut pas dire qu'il vit mieux. Il y a 1, 2, 3 parmi la nouvelle génération, vraiment à travers des publicités. Nous, on n'avait pas eu cette chance à l'époque, mais aujourd'hui, à travers les publicités, mais en termes de disques, ou bien en termes de... Non. Oui. Mais au début, en fait, c'était une musique où l'engagement était vraiment marquant. Mais aujourd'hui, on sent plus l'aspect commercial au détriment de l'engagement. Est-ce que ça a un impact en fait sur l'expansion de cette musique ou sur la place qu'elle occupait en 1990-2000? C'est-à-dire, vous savez, chaque génération avec sa réalité. La génération d'aujourd'hui, ils sont plus dans le... Ils ont fait un choix. Vous savez, en tant qu'artiste, c'est toi qui donnes une orientation. C'est comme une société, une orientation et tes stratégies. Aujourd'hui, ils sont plus club. C'est-à-dire il faut faire une musique qui danse. Et aussi, leur époque, ça va tellement vite que est-ce que la population a le temps, demande des tests engagés, ou bien ils ont envie de, comment on dit, à travers la musique, noyer leurs soucis. C'est la question qu'il faut poser. Peut-être dans nous, à notre époque, on était plus dans l'engagement parce qu'il fallait changer des choses. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, les choses évoluent. Le petit, il n'est jamais parti aux États-Unis, mais à la seconde, il sait ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc je dis, l'actualité est facile, alors qu'à notre époque, ceux qui avaient les informations, on était peu. Et nous, notre époque, on était plus. On disait à l'époque, on est la voix des sans-voix. On allait chercher l'information et on l'apportait à la population. C'est ça la différence entre les deux générations. Et puis à l'époque, vous savez, en 10 ans, en 30 ans, on a fait un chiffre que je vous donne. Il y a eu 19 000 albums sortis. 19 000 albums en 30 ans. Et aujourd'hui, en moins de 10 ans, c'est multiplié par 10. Donc ce qui veut dire, on peut dire à chaque minute, ou bien chaque 5 minutes, il y a une nouveauté sur le marché. Donc c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, il faut être smart pour pouvoir exister. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes présent dans les milieux de la production depuis plus de 25 ans. Si on vous demandait aujourd'hui, en fait, quelle est votre plus grande satisfaction dans ce milieu-là, vous allez dire quoi exactement? Satisfaction, la production m'a permis de faire 48 pays. Je suis les 56 en Afrique. Je parle de l'Afrique. Okay. Déjà, c'est une satisfaction. Et ma deuxième satisfaction, c'est d'avoir poussé certains artistes d'arriver au sommet. Par exemple?
Daddy Bibson, Massi Crazy, Kergui, j'en passe. Et à l'époque, on avait l'habitude de voir des compilations d'artistes, de jeunes talents, mais aujourd'hui, cette tendance a presque disparu de la scène. Oui, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a un moment, c'est bien d'aller en solo, mais il y a un moment aussi, il faut partager, il faut affronter à l'autre pour pouvoir avoir de l'expérience. C'est-à-dire c'est comme une équipe, quand tu ne joues pas des compétitions, tu ne sauras pas ton niveau exact. Et je pense que la nouvelle génération refuse la compétition. Parce que dans une compilation, c'est chacun vient avec son morceau. Après, on le propose au grand public. Et quand on le propose au grand public, le choix est fait. Là où il y a choix, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui serait en haut et d'autres. Donc, est-ce qu'ils ont cette mentale pour pouvoir accepter de participer à des compilations? Sinon, moi, mon rêve, c'est de faire un Dakar All Star 2. Parce que j'ai fait Dakar All Star 1, qui était Keiti, Gaston, Nix et Asmali. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un Dakar All Star, Ngaka Blende, Deep, Omzodala et Vigi. Mais c'est qu'en fait, vous êtes dans le monde des spectacles. Il y a eu l'événement Hip Hop Award depuis plus de 20 ans. Maintenant, devenu Festival international des musiques urbaines Yakar. Et récemment, en fin janvier 2025, on a eu droit à le show des légendes avec les précurseurs du mouvement hip-hop. Pourquoi cette initiative? Bon, c'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur de spectacle et concepteur, et chaque fois, il faut voir sur le marché quels sont les besoins. Et un jour, dans une discussion, j'étais sur mon téléphone, et sur YouTube plus précisément, et je suivais une émission. Et du coup, il y a une publicité qui est arrivée, c'était la vidéo de Possible Action. Je montre à mon fils qui a 12 ans. Il dit, viens voir, à notre époque, le rap, quoi. Il regarde, il dit, papa, ça ne le fait pas. Et du coup, j'ai eu mal, pour moi, pas pour moi. Je dis donc, tout ce que j'ai fait, mon fils ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous savez, lui, il est dans le présent, parce qu'il est le coup du rap chinois, et sud-coréen. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on se réveille. C'est là où l'idée m'est venue, de dire, on va faire le show des légendes, qui est une façon d'archiver notre patrimoine, parce qu'aujourd'hui, ça a été filmé, donc aujourd'hui, on a quelque chose dans une boîte où on a vu plusieurs générations sur la même scène. Mais quel bilan tirez-vous de cette première édition du show des légendes? Positif. Positif dans le sens où... À quel point? Dans le sens où, à l'entrée, sur le parking du Grand Théâtre, il n'y avait que des voitures de luxe. Et quand on parle de voitures de luxe, parce qu'il y a eu des patrons qui sont venus regarder le spectacle. Donc on a eu dans la salle 3 générations. C'est-à-dire, j'ai vu des familles, papa, maman et ses enfants venir. Il y a eu aussi cette nouvelle génération, mon fils Matador qui venait souvent chez moi, qui connaît Matador en tant que l'ami de son papa, mais le jour-là, il a découvert Matador en tant que l'artiste et son talent. Et c'est comme ça aussi, pour une anecdote, les enfants de Awadi, qui sont devenus des fans de Matador. Donc du coup, j'ai vu des gens de la cinquantaine qui chantaient, qui rappaient. En quelque sorte, on les a fait revivre leur jeunesse. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale. Et le soir, à la fin du concert, les gens, on les voyait sortir, sourire aux lèvres. Et le nombre d'appels que j'ai reçus, il y a des gens, ça fait 20 ans, je n'ai même pas de leurs nouvelles, que j'ai croisés dans les coulisses, ou bien dans la salle, ou bien qui m'ont appelé. Okay. Et donc, quelle est la périodicité de ce show des légendes? C'est un rendez-vous annuel ou bien annuel, mais on le fera chaque année si vraiment on arrive à trouver, parce que ça a été très difficile. Et c'est l'occasion aussi de remercier un monsieur comme Walid Diouf Bodian, qui nous est venu, le directeur général du port autonome de Dakar, qui nous a apporté son soutien. À la dernière minute, par coup de poker, on a demandé une audience et il nous a reçus. On a beaucoup échangé. Et voilà des personnes qui nous disaient, un monsieur qui nous disait qu'au cours d'un devoir de philosophie, il a puisé dans les textes de Possible Action. Quand le ministre de la Culture nous a reçus, elle nous disait que le premier conseil de Possible Action à l'université Gaston Berger en 1997, c'était sa première année en droit.
Donc pour vous dire comment le hip-hop a impacté. Comment le hip-hop. Donc du coup, oui, déjà on est prêt pour l'année prochaine. Déjà en ce moment pour le scoop pour votre émission, on est en train de préparer une tournée dans les universités du Sénégal. Donc ce qui veut dire Bambey, Saint-Louis, Ziguinchor et Dakar. Et Thiès n'est pas concerné. Bon, Thiès, Bambey, c'est donc ce qui veut dire on aura. Parce que là aussi, bon, vous savez, c'est un projet. Tant que ce n'est pas réalisé, ça reste projet. Exactement. Et pour réaliser un projet, il faut des partenaires. Mais l'idée aujourd'hui, et en même temps, exporter, on est en discussion avec une promoteuse, Madame Anta, celle qui fait les spectacles de Maître James, tout ça, pour voir comment le spectacle, on peut l'amener au Casino de Paris entre le mois de juin et le mois d'octobre. Safwan Pendra, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes entrepreneur de spectacle, producteur et manager général de Demis Production. Entrepreneur de spectacle, c'est ma profession. Manager général, c'est ma fonction. Merci beaucoup pour la précision. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.